Bonjour à tous, bonne année et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce premier journal de 15 heures de l'année 2026 dont voici les titres. À l'événement de cette année 2026, le chef de l'État a fait une allocution marquant donc étant marqué par la croissance économique malgré l'instabilité régionale. Et dans ce qui domine l'actualité internationale, l'Afrique du Sud, la Russie, la Malaisie sonnent l'alarme sur les risques d'instabilité régionale en Somalie. C'était le titre place au développement de ce journal et nous entamons ce journal par les messages de vœux du chef de l'État à l'occasion de cette nouvelle année 2026. Le chef de l'État se réjouit de la résilience de notre pays face aux chocs et crises régionaux et internationaux. الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الكريم بسم الله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes, à l'heure où s'achève l'année 2025, je m'adresse à vous pour que nous entamons ensemble la nouvelle année avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir. Mes premières pensées vont naturellement aux plus vulnérables de nos compatriotes, à celles et ceux qui affrontent les difficultés du quotidien, aux personnes âgées et à nos concitoyens affectés par la maladie ou pour les aléas de la vie. À vous tous et à toutes, je voudrais leur assurer que la solidarité nationale demeure une valeur cardinale de notre République et qu'elle continuera de guider l'action publique pour les assister. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a été marquée par un contexte régional et international complexe. Les tensions persistantes dans la région, les menaces pesant sur la sécurité maritime en mer Rouge, mais aussi les turbulences géopolitiques mondiales ont constitué autant de défis pour notre pays. Dans cet environnement instable, notre pays a su faire entendre une voix de modération et de paix, fidèle en cela à sa vocation de carrefour stratégique. Djibouti continuera d'œuvrer pour le respect du droit international et pour l'intangibilité des frontières conformément à la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine. Mais malgré ce contexte de turbulence et d'instabilité qui secoue notre région, notre pays a fait preuve de résilience. L'économie nationale a poursuivi sa dynamique de croissance, soutenue par des investissements structurants, par le développement de nos infrastructures et par la consolidation de notre position stratégique dans les échéances régionaux et internationaux. Ces résultats sont avant tout le fruit d'efforts collectifs, mais aussi d'une vision de long terme et d'une gouvernance tournée vers la stabilité et le développement. Mes chers compatriotes, à l'aube de la nouvelle année, nous regardons notre avenir comme toujours avec optimisme, car notre pays dispose d'atouts considérables, une jeunesse dynamique et une position stratégique. Ce sont ces atouts et d'autres qui nous servent d'avantages comparatifs et qui assurent la compétitivité et le dynamisme de notre économie. Et ce sont ces atouts également qui nous permettent de relever les défis qui se présentent à nous et de les transformer en opportunités. Mes chers compatriotes, l'année à venir sera également une année importante pour notre démocratie avec la tenue des élections présidentielles au mois d'avril. Ces échéances majeures s'inscrivent dans la continuité du processus démocratique et de bonne gouvernance qui a fait ses preuves et qui assure à notre pays la stabilité institutionnelle. Il en sera ainsi, cette fois-ci encore, grâce au respect des lois de la République et de la participation citoyenne. Mes chers compatriotes, les défis qui se présentent devant nous
sont nombreux. En premier lieu, la lutte contre le chômage, en particulier celui des jeunes. Le gouvernement continuera à en faire une priorité de ses politiques publiques en augmentant son soutien à l'entrepreneuriat, à la formation professionnelle et à l'économie productive. Dans le même état d'esprit aussi, nous devons surmonter les défis liés au numérique, car le numérique est porteur d'immenses opportunités pour notre économie, en matière d'emploi, en matière de croissance et d'innovation. Mais il comporte aussi également des risques, notamment celui du désordre informationnel qui peut fragiliser la cohésion nationale et le vivre ensemble. Il nous appartient collectivement de promouvoir un usage responsable et éthique des outils numériques face aux tentations de la manipulation et de la division. Plus que jamais, nous devons nous rappeler ce qui nous unit, nos valeurs communes, notre attachement à la paix, à la tolérance et au respect mutuel. Le vivre ensemble djiboutien, forgé par l'histoire et la diversité de notre peuple, est une richesse inestimable qu'il nous appartient de préserver et de transmettre aux générations futures. En cette fin d'année, je rends hommage à toutes celles et tous ceux qui, par leur engagement quotidien, contribuent au développement de notre pays. Forces de défense et de sécurité, enseignants, professionnels de la santé, travailleurs du secteur public et privé, acteurs de la société civile. Au nom du gouvernement et à mon nom personnel, je vous adresse mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite. Que la nouvelle année soit pour notre pays une année de paix et de renforcement de l'unité nationale. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et en cette nouvelle année 2026, les chefs d'État du gouvernement ont adressé le message de vœux au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Ces dirigeants forment l'espoir d'un plus grand développement pour notre pays, source davantage de bien-être, de prospérité, d'épanouissement pour le peuple. Ils saluent tous le précieux appui de notre pays dans les échanges économiques de notre région avec les autres ordres géographiques du monde. À noter également que des messages similaires émanant également de la part de responsables à la tête d'organisations régionales, continentales et internationales relayant tous l'expression de leur sympathie et amitié à la nation djiboutienne. Il y a lieu de préciser que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait pour sa part déjà, à l'avènement de ce nouvel an 2026, adressé des télégrammes de félicitations à ses homologues à la tête de pays frères, amis, ainsi que de nombreux illustres amis étrangers vivant à Djibouti. Et à l'occasion de cette nouvelle année 2026, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a accordé un décret de remise de peine gracieuse de 4 mois aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la République de Djibouti. Cette mesure d'indulgence présidentielle s'applique à compter du 31 décembre 2025 et concerne également 194 détenus condamnés par les cours et tribunaux de la République de Djibouti qui se répartissent de manière suivante. 92 détenus libéraux ce jour du 1er janvier 2026, parmi lesquels 16 ressortissants étrangers qui seront expulsés vers leur pays d'origine. 102 détenus condamnés à des peines de plus de 4 mois bénéficieront également d'une déduction de 4 mois de leur peine. La Somalie mobilise sa diplomatie contre la reconnaissance du Somaliland. La République fédérale de Somalie traverse donc une phase de redressement progressif après des années de destruction et division interne. Toutefois, elle s'est retrouvée confrontée depuis vendredi dernier à une nouvelle crise d'une gravité sans précédent
à la suite d'annonces faites par les autorités d'occupation israéliennes reconnaissant illégalement la région du Somaliland, située au nord du pays. Cette décision a suscité, selon le correspondant de la RTD en Somalie, une vague d'indignation massive au sein de la population somalienne, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Des manifestations d'envergure ont éclaté pour dénoncer ce projet jugé dangereux, tandis que le gouvernement somalien a entamé une intense activité diplomatique sur la scène internationale afin de faire face à cette évolution préoccupante. La majorité du pays du monde ont exprimé leur soutien à la position de la Somalie dans la défense, l'unité de la souveraineté de son territoire. Dans ce contexte, la République de Djibouti, pays frère, voisin et ami, a joué un rôle central en apportant un appui politique et diplomatique décisif à la Somalie dans cette conjoncture délicate. C'est dans ce cadre que le président Hassan Sheikh Mahmoud a effectué une visite urgente à Djibouti où il a rencontré le chef de l'État afin de coordonner des positions et d'examiner les moyens de faire face à ces développements. À l'issue donc de sa visite à Djibouti, le président somalien s'est rendu en Turquie, l'un des principaux soutiens de la Somalie, à Istanbul. Une conférence de presse conjointe a été tenue au cours de laquelle les deux dirigeants ont réaffirmé le rôle central de la Turquie dans la défense, l'unité, la souveraineté de la Somalie, ainsi que de la lutte contre les ambitions israéliennes. Toujours concernant la question somalienne, cette interview du président somalien qui a été donc rendue, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a déclaré que la reconnaissance par Israël du Somaliland vise à déstabiliser la Somalie ainsi que l'ensemble de la région, accusant l'État hébreu de chercher à exporter la crise interne vers la scène somalienne. Dans une interview accordée à la chaîne Al Jazeera, le président somalien a souligné qu'Israël n'a jamais été un acteur influent ni historique lié à la Somalie, affirmant que cette reconnaissance intervient à un moment où le gouvernement somalien déploie d'importants efforts pour réunifier le pays et consolider la stabilité politique. Il a précisé qu'aucun État au monde n'a reconnu ce que l'on appelle le Somaliland, appelant que cette question est restée pendant plus de 3 décennies une affaire strictement interne à la Somalie et qu'elle n'a jamais été, donc n'a jamais également constitué un différend international. Il a également indiqué qu'il n'existe aucun désaccord fondamental entre le gouvernement fédéral et les autorités de la région qui pourrait justifier une telle ingérence israélienne. Le président somalien a révélé que les renseignements dont dispose le gouvernement somalien confirment qu'Israël n'aurait posé 3 conditions aux échanges: cette reconnaissance, l'installation de populations palestiniennes dans la région, l'établissement d'une base militaire israélienne sur les côtes du golfe d'Aden, ainsi que l'adhésion du territoire aux accords dits d'Abraham. Il a averti que la mise en œuvre de ces conditions ouvrirait la porte à une dangereuse spirale d'instabilité dans la région. Le président somalien a conclu donc ses propos en affirmant que cette décision vise directement à saper la stabilité retrouvée de la Somalie au cours des 2 dernières années, donc ajoutant que la communauté internationale commence désormais à comprendre qu'Israël cherche à exporter la crise interne vers la scène internationale. Et ce soutien de la communauté internationale dont la Russie, la Malaisie, l'Afrique du Sud, concernant la Fédération de Russie, elle a déclaré son soutien ferme à l'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Malaisie réaffirme également sa solidarité totale avec la Somalie. Le Premier ministre Anwar Ibrahim soutient l'intégrité du territoire somalien. Le Premier ministre a également souligné que la stabilité, l'indépendance et la politique de la Somalie constituent une priorité diplomatique pour la Malaisie. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, elle dénonce la reconnaissance du Somaliland par Israël et avertit qu'elle alimente l'instabilité.
Toujours concernant cette affaire, la Somalie prend donc la présidente tournante du Conseil de sécurité de l'ONU pour cette année 2026. Une étape historique qui consacre le retour diplomatique du pays sur la scène internationale et place Mogadiscio à la tête de la principale instance mondiale chargée du maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'accession de la Somalie à cette fonction de haut niveau marque également une élévation de son statut sur l'échiquier mondial. Elle traduit l'influence croissante de la diplomatie somalienne ainsi que la confiance renouvelée reconnue par la communauté internationale. Dans l'actualité internationale, ces frappes israéliennes d'artillerie sur plusieurs zones de la bande de Gaza. En effet, les forces d'occupation israéliennes ont mené jeudi des bombardements d'artillerie dans différentes zones de leur déploiement à l'intérieur de la bande de Gaza. Ces attaques ont entraîné la destruction de plusieurs bâtiments dans des secteurs sous contrôle israélien, notamment l'est de Rafah, dans la ville de Gaza, à Jabalyeh, ainsi qu'à Bani Souheila, à l'est de Khan Younis. La guerre d'extermination menée par Israël dans la bande de Gaza continue de faire des morts dans ce qu'elle a aggravé le génocide en cours, faisant plus de 71 000 morts depuis le 8 octobre 2023, plus de 171 000 blessés palestiniens, en majorité des femmes et des enfants. Elle a également provoqué des destructions massives avec un coût de reconstruction estimé par les Nations Unies à environ 70 milliards de dollars. Retour à Djibouti où nous allons donc à Tadjoura où le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud a été chaleureusement accueilli à Bouya lors d'inauguration de dortoirs de l'école fondamentale et du lycée de la région. Accompagné du préfet de la région, M. Mohamed Abbas, les responsables de l'agence carbone de Djibouti ainsi que de hauts fonctionnaires du ministère ont pris part à cette cérémonie. Les habitants de Bouya ainsi que les villages environnants comme Magdoul, Moudou, Margoïta ont exprimé leur reconnaissance pour les diverses initiatives menées en faveur de l'éducation, notamment par la remise en place de cantines scolaires. L'importance de ces infrastructures éducatives se fait sentir dans l'engagement de la scolarisation des filles, le développement du préscolaire au lycée. Le programme de distribution de manuels par enfant a également été salué comme un pas majeur vers l'égalité des chances. Cette initiative englobe également un système éducatif qui non seulement favorise l'accès à l'école, mais garantit également une offre de qualité. La communauté de la région semble désormais plus unie et motivée plus que jamais à soutenir les projets éducatifs et leur enthousiasme a été palpé durant la cérémonie par des chants de danse traditionnels. afkartaadii samayd waa aragtidaadii horu soco ismaaciiladan ku aydaynaye macalin waa adhax iyo lafdhabar udub dhaxaatiira iyo magaalaba idayl goboladeen oo dhan. Dans un second temps, la cérémonie a également mis en lumière l'inauguration récente de dortoirs qui inclut des installations modernes telles que des lits superposés pour les garçons et filles, un réfectoire spacieux ainsi que des blocs sanitaires adéquats. Construits en partie avec le soutien de l'agence carbone de Djibouti, ces dortoirs constituent non seulement un lieu de vie mais aussi un symbole d'engagement continu envers l'éducation accessible de qualité pour tous. L'inauguration des dortoirs s'inscrit dans une dynamique plus large avec le lancement d'un jardin scolaire destiné à répondre aux besoins alimentaires de la cantine. Ce jardin, initiative locale, favorise l'agriculture éducative, symbolise
donc les élèves l'importance de cette sensibilisation sur l'écologie. À l'issue de la cérémonie, le ministre a pris le temps d'échanger directement avec la population, renforçant ainsi un dialogue entre les autorités et les citoyens. Chaque responsable coutumier a eu l'occasion de faire part des avancées et des défis rencontrés dans leurs communautés respectives. Cette inauguration transcende donc n'est pas seulement un aboutissement en termes d'infrastructures, mais elle incarne également la volonté du gouvernement djiboutien à répondre aux besoins urgents des écoles rurales, le soutien continu à l'éducation initié par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'avère crucial pour réduire l'inégalité et favoriser le développement socio-économique des régions. Cet engagement se matérialise aujourd'hui par des infrastructures modernes, des programmes innovants et une mobilisation collective pour une éducation de qualité accessible à tous. Et à l'issue de cette cérémonie inaugurale, donc, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est exprimé. Je voudrais encore une fois remercier les habitants de Buya. Ce n'est pas la première fois, à chaque fois que nous venons, on est vraiment accueillis avec beaucoup de chaleur. Et donc je voudrais vraiment vous remercier pour cet accueil chaleureux, fraternel. Donc en général, on dit que pour avoir la sympathie de la personne, il faut gagner son cœur par votre accueil chaleureux à tout moment et votre engagement et surtout votre sérieux et votre dévouement pour cette région à travers bien sûr Ali Aden, le chef de village. Et d'ailleurs, il a eu sa décision de chef de village. Jeudi dernier, il a eu finalement le décret qui le nomme comme chef de village. Donc vraiment de Buya. Et c'est un monsieur qui travaille beaucoup pour Buya et pour toute la région. Donc il m'a emporté vraiment dans son amour pour cette région. Hier, on était en conseil des ministres et donc le président de la République était bien sûr avec nous. Et donc il m'a demandé de vraiment, avant les autres, de vous adresser à vous, les gens de Buya, de la région de Buya, Madgoul, Moudo, Andaba, Margoita, Dora, à vous tous, vraiment, ces meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l'année 2026, Inch'Allah, une année de paix, une année, Inch'Allah, de réussite. Et surtout, Ali Aden a beaucoup parlé, le plus important, c'est la paix. Je vais travailler aussi de mon côté pour qu'au moins on ait un hôpital, un dispensaire qui va concerner toutes les localités environnantes. Je vais de mon côté faire l'effort avec les ministres de la Santé, avec des organismes internationaux, avec des ONG. Et place cette fois à cette série de réactions. Je suis la représentante de la Sovereign Carbon Agency. Aujourd'hui, donc on est à Buya pour inaugurer les dortoirs, la construction et les équipements des dortoirs de Buya que nous avons réalisés avec donc, le ministère de l'Éducation. Voilà, pour nous, la qualité de vie et le confort pour les élèves va contribuer forcément à améliorer leurs conditions de scolarisation et donc arriver à des résultats meilleurs à la fin de l'année. Donc c'est pour ça qu'on va réitérer notre soutien au ministère de l'Éducation dans toutes les régions de la République. Nous avons 30 lits superposés. Et de l'autre côté aussi, pour les filles aussi, c'est pareil. Donc l'effectif des élèves augmente chaque année. Donc cette année, rien que cette année, nous avons des classes de première année. L'année dernière, on avait 25 élèves. Cette année, on a des classes de première année. En plus des préscolaires, on a des classes de première année. Et donc, avec la mise en place du dortoir, avec la mise en place des cantines scolaires. Donc, on remercie les services de restauration de l'éducation.
Également dans l'actualité, Sabah African Bank annonce officiellement le lancement et la commercialisation donc de la phase 2 de son projet immobilier Sabah City Nagat. La phase 1, actuellement en cours de finalisation, poursuit son avancement conformément au calendrier prévu. Dans ce magazine, nous vous invitons à suivre en images les travaux en cours de finalisation de la phase 1 de Sabah City Nagat. Dans cette première phase, les travaux sont en pleine phase d'achèvement. La remise des clés est prévue pour la fin de l'année 2026, comme vous pouvez le constater à travers ces images. L'avancement se déroule dans de très bonnes conditions, avec une progression régulière et maîtrisée. Le projet Sabah City Nagat propose des villas modernes adaptées aux besoins des familles. Aujourd'hui, alliant confort, fonctionnalité et qualité de construction. À terme, le projet comprendra un total de 3000 logements, dont 320 unités sont incluses dans cette première phase en cours d'achèvement. Dans le cadre de cette première phase, des échanges ont été engagés avec l'EDD et l'ONIAD en vue de l'installation future ainsi qu'un aménagement global favorisant la sécurité et la convivialité. Les matériaux utilisés respectent les normes les plus exigeantes, garantissant une durabilité optimale. Les équipes techniques et les ingénieurs mobilisés sur le chantier poursuivent quotidiennement les travaux avec un haut niveau d'exigence afin d'assurer une livraison conforme aux attentes des futurs propriétaires. Concernant la phase 2 du projet, les travaux de construction débuteront en janvier 2026 et s'achèveront à la fin de l'année 2027. Cette nouvelle étape permettra d'élargir l'offre des logements et de poursuivre le développement harmonieux du projet. Sabah City Nagat s'affirme ainsi comme l'un des projets urbains les plus longs et durables. Nous allons parler de cette conférence religieuse de sensibilisation qui s'est tenue à Chermoussa. Le Conseil islamique relevant du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf a organisé hier soir une conférence religieuse de sensibilisation consacrée à l'examen de soi, à l'auto-évaluation. La rencontre a été marquée par une projection d'un documentaire mettant en lumière les graves violations commises par les forces d'occupation israéliennes à l'encontre également du peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza. La conférence a été animée par Cheikh Abdurrahman Shamsuddin et Cheikh Abou Badr Houch, qui ont tous les deux insisté sur l'importance pour tout musulman de procéder à son introspection sincère, d'évaluer son comportement et de rectifier sa conduite. Il a conclu donc ses propos en parlant du renforcement de la solidarité avec le peuple palestinien, l'attachement aux valeurs islamiques dans la réforme individuelle et collective, ainsi qu'à la nécessité de prémunir la société contre les dérives et les défis contemporains. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent début d'année à toutes et à tous.